Bonjour et bienvenue au Scottish Summit, édition 2021. Je vous propose de commencer cette session qui parlera de la gouvernance Teams avec l'aide de la Power Platform. Un grand merci à tous nos sponsors, grâce à qui un événement de cette envergure est possible, et n'hésitez pas à utiliser le hashtag associé à l'événement pour communiquer sur les réseaux. Enfin, je me présente rapidement, Adrien Nissim Sokar, je suis consultant et architecte Microsoft 365 chez UpCollab, et je m'occupe aussi de toute la partie Power Platform. Enfin, je suis MVP depuis maintenant quelques mois sur la partie Office Apps and Services. Je vous propose aujourd'hui de voir l'agenda et je vous propose de découper cette session en 3 étapes. La première qui consistera à avoir un petit peu pourquoi est-ce que nous avons besoin de gouvernance, est-ce qu'on en a vraiment besoin, quels sont les faits qui font qu'il est nécessaire de mettre en place cette gouvernance. Enfin, nous aborderons les scénarios, les cas d'usage, l'immersion et l'expérience, qui est de plus en plus important aujourd'hui pour les collaborateurs. Et enfin, je vous présenterai une démo d'une solution type qui permet de répondre à ce besoin de gouvernance Teams à travers la Power Platform. Tout d'abord, avant de commencer, je vous propose de s'arrêter sur un chiffre qui est très important, en l'occurrence 2 chiffres, qui concernent l'utilisation et la présence des invités dans les tenants, dans les environnements Microsoft 365. Ce chiffre n'est pas anodin parce que ça montre une réelle utilisation de la collaboration externe et de l'importance que les organisations doivent avoir pour justement la gestion, le cycle de vie, la gouvernance aussi de ces invités. Quand on parle de gouvernance Teams, quand on parle de gouvernance collaborative, on oublie très souvent au début d'un projet de ce type, de cette nature, de penser aux invités. Sauf que les invités, ça peut aussi bien être vos prestataires, vos partenaires, mais aussi vos clients. Et rares sont les organisations qui ne souhaitent pas faire attention à leurs clients. D'où le fait de bien s'arrêter sur ces 2 chiffres qui montrent bien qu'il y a une réelle utilisation très forte au sein des tenants Microsoft 365 de la part des guests dans les groupes, donc dans les équipes Teams, et enfin que l'activation de la collaboration externe est active de manière très forte, très prononcée, à l'échelle mondiale sur les tenants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les organisations? On a 3 grands problèmes. Le premier, c'est la volumétrie de la donnée. Le fait que la quantité de données, la quantité d'informations ne cesse d'augmenter, ne cesse de croître, et on a beau essayer d'archiver, de supprimer, de faire des projets de migration, la volumétrie ne cesse d'augmenter. Et donc, la recherche dans cette volumétrie peut être de plus en plus complexe. D'autant plus que, en fonction de la population, en fonction de la maturité des différentes personnes, la recherche peut être plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Enfin, beaucoup d'études montrent qu'en moyenne, un collaborateur type perd ou passe, en fonction de son point de vue, plus de 20% de son temps à effectuer de la recherche. Et que parfois, il a besoin de faire 5, 6, 7 recherches pour arriver sur le document ou l'information qu'il cherche initialement. Donc c'est très important de prendre en compte le fait que cette grande volumétrie va impacter très fortement la recherche et que cette recherche a un impact direct sur la productivité, sur l'utilisation des outils, parce que si on utilise un outil et qu'on passe beaucoup plus de temps à faire de la recherche qu'à produire du contenu, qu'à créer de la valeur, souvent l'outil va commencer à être mal vu par le collaborateur et donc on pourra avoir des problèmes d'adoption. Enfin, bien sûr, l'expérience. Aujourd'hui, de manière native, la plupart des outils de la suite Office 365 sont conçus pour que vous ne ratiez rien, vous n'omettiez aucune information, et donc c'est pour ça qu'il est important de bien configurer l'expérience proposée dans les différents outils, parce que cette expérience se reflètera directement dans les notifications et aura un impact direct sur l'adoption que vont avoir les collaborateurs face à ces différents outils. Enfin, il y a 3 grands piliers qu'il faut bien comprendre quand on parle de gouvernance Teams ou même de gouvernance collaborative de manière générale.
Le premier, c'est la vision métier. Le métier cherche à s'aligner, ou du moins à essayer d'aligner les différentes équipes, les différents départements qui vont travailler ensemble, pour qu'ils puissent travailler de concert, aller dans une même direction et atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Et d'un autre côté, on a très souvent des directives qui viennent souvent des équipes de sécurité, des équipes de gouvernance de la donnée, de la compliance, qui ne sont pas là pour freiner volontairement le métier, mais qui ont des objectifs et des besoins assez clairs et qui auront un impact direct sur le métier, parce que on va mettre en place des règles de sécurité qui vont empêcher, par exemple, les équipes métiers ou les collaborateurs de tel département d'utiliser un connecteur, d'utiliser un outil. Et ça peut créer une certaine friction. C'est pour ça qu'il est très important de trouver ce juste équilibre entre la productivité métier et les besoins de gouvernance, les besoins de sécurité. Et cet équilibre, c'est ce qui amène à cette notion de collaboration et de productivité un petit peu constante, parce que lorsqu'on arrive à trouver cet équilibre, on va éviter toute la part de Shadow IT qui sera inhérente à tout métier et toute population si on ne lui propose que du blocage. Il n'est pas possible de bloquer sans proposer une solution en contrepartie. Et ça, c'est bien à prendre en compte, parce que très souvent, quand on a un accent beaucoup trop fort sur la gouvernance, beaucoup trop fort sur la sécurité, le métier en pâtit, et au bout d'un certain temps, les utilisateurs, de manière un petit peu malheureusement naturelle, vont se diriger vers des outils tiers, et vont bien sûr se diriger vers des outils qui ne sont pas gouvernés, donc qui ne sont pas sous le giron de la gouvernance SI globale, ce qui aura un impact direct sur la sécurité, sur de la fuite de données, sur des failles de sécurité, etc. Donc ne pas oublier cette notion d'équilibre entre métier et gouvernance qui permet d'obtenir de la vraie collaboration d'équipe, productivité d'équipe, et qui s'assure que le métier travaille dans un certain cadre et la gouvernance est bien appliquée à l'ensemble des outils métiers. Enfin, pour revenir sur le point que j'évoquais en début de présentation, la notion des invités, il faut savoir que aujourd'hui, encore beaucoup d'organisations découvrent ce concept, ou du moins souhaitent s'en emparer, et trop souvent, les organisations souhaitent, ou du moins se donnent comme objectif, d'aller directement sur la version, on va dire, finale de la gouvernance des invités, du cycle de vie des invités. Et il faut bien plutôt essayer d'avancer par étapes pour prendre en compte les différences de chacune des organisations, voire même au sein d'une organisation, les différences que peuvent avoir certains départements avec un autre. Par exemple, le département finance, légal, RH n'aura pas forcément les mêmes besoins et les mêmes attentes en tant que sur la gestion des invités que peut avoir le département des ventes ou le département R&D. Un département R&D qui va travailler sur des données potentiellement extrêmement sensibles, extrêmement secrètes, peut-être qu'ils ne pourront pas interagir avec des invités quand un autre département, typiquement les ressources humaines par exemple, vont être amenés à beaucoup travailler avec des invités dans le cadre, par exemple, de la gestion du onboarding des collaborateurs. Avant d'être un collaborateur, le collaborateur est un invité, c'est un externe de l'organisation, et le fait de le faire venir dans l'entreprise, de procéder à un processus d'embauche, va faire en sorte que cette personne va devenir une personne qui fait partie de l'organisation, qui dispose d'un compte, etc. etc. Et donc toute cette notion de cycle de vie, de gestion de cette identité, c'est aussi proche de la partie sécurité-identité que de la partie collaboration, parce que, comme je vous le disais en début de présentation, un invité peut être de différentes natures. Ça peut être aussi bien un prestataire, un partenaire, qu'un client. Et une organisation peut avoir un comportement ou du moins une posture différente en fonction du type de population à qui elle s'adresse. L'expérience et l'expérience proposée à un invité qui est un client va être très très regardée pour une organisation. C'est l'image de marque qui est représentée, il en va de la qualité de service, et donc c'est très important de s'assurer que l'invité est
bien accompagné, qu'il reçoit bien les notifications qui vont bien, les informations qui vont bien, et que à tout moment du processus d'invitation, il peut venir trouver de l'aide auprès de l'organisation. Peut-être que l'expérience sera un peu moindre s'il s'agit d'un prestataire ou d'un fournisseur, mais ça peut être aussi l'inverse. Donc c'est important de prendre ça en compte. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à répondre à tout ça? Avec l'aide de la Power Platform, on va pouvoir y répondre avec deux grands piliers, on va dire. Le premier, c'est toute la partie automatisation, la Power Platform étant vraiment le cœur de l'automatisation au sein d'Office 365. On va pouvoir construire des workflows, des solutions, des applications, et venir faire en sorte que ces dernières interagissent entre elles, interagissent avec tout ou partie du système présent dans Office 365, mais pourra très bien venir s'interfacer avec des processus existants, que ce soit sur des technologies Office 365 ou des technologies tierces, et peut-être même venir être étendu à des services Azure ou des solutions tierces, typiquement un outil RH ou un CRM, un ERP tiers, et venir collecter des informations ou venir manipuler de l'information. Le tout en étant orchestré par Power Automate, qui est la brique d'automatisation de la Power Platform. Enfin, l'idée, c'est aussi de bien prendre en compte, dans un projet de ce type-là, qu'il existe plein de solutions qui permettent de faire de la gouvernance Teams. Mais ce qui rend la Power Platform un petit peu au-dessus des autres dans ce besoin-là, c'est le fait que toutes les organisations sont différentes. Toutes les organisations avec qui je peux travailler ont leurs spécificités, ont leurs besoins, et parfois même deux organisations du même secteur d'activité vont avoir des besoins et des attentes différentes, parfois sur des sujets vraiment identiques, mais vont y répondre de manière différente. Et l'avantage de la Power Platform, c'est sa flexibilité et le fait qu'il est tout à fait possible de venir contextualiser, personnaliser et faire de la configuration vraiment au plus près du besoin que souhaitent avoir les équipes métiers et l'organisation de manière générale. Enfin, on parle de gouvernance Teams, donc forcément, l'outil pour gouverner les équipes Teams et la collaboration de manière générale, ça doit être, du moins dans la présentation que je vous fais, c'est Teams pour gouverner Teams, parce que il est pas très concevable d'accompagner des collaborateurs et une organisation en leur expliquant que pour faire de la gouvernance Teams, il faut utiliser un outil tiers. L'idée, c'est plutôt de responsabiliser les propriétaires des équipes Teams, tous les utilisateurs qui consomment du Teams, qui créent du Teams, qui créent donc des espaces de collaboration, des espaces d'échange. Il faut bien comprendre, c'est que créer des équipes Teams, c'est pas juste pour faire du chat et des appels. L'idée, c'est, on est sur le concept de Teams comme une plateforme, Teams qui permet de répondre aussi bien aux enjeux et aux besoins de collaboration et de productivité, mais aussi aux nouveaux besoins qui commencent de plus en plus à naître depuis un certain temps, à savoir l'intégration des outils métiers directement au sein de la plateforme Teams, l'extension de cette plateforme Teams à d'autres plateformes, d'autres SI ou du SI côté on-prem, le tout orchestré avec la Power Platform. Donc Teams doit vraiment être l'outil qui permet de gouverner un petit peu tout cet écosystème, parce que Teams, c'est le nouvel, pas vraiment nouveau aujourd'hui, mais c'est quand même très souvent dans les méthodologies d'adoption de la suite Office 365, Teams est présenté comme le cœur de la collaboration, le hub collaboratif, et donc il faut arriver aussi à faire en sorte que tout gravite autour de Teams pour que ce dernier soit l'orchestrateur principal des espaces collaboratifs. Donc ce que je vous propose, c'est de passer sur une démo d'une solution que j'ai construite à travers la Power Platform, qui utilise différentes briques, mais qui utilise aussi des briques de la suite Office 365, telles que SharePoint, Teams bien évidemment, et ça vous permettra de vous projeter un petit peu sur comment concevoir une solution de gouvernance Teams à travers la Power Platform.
Donc si je me place à la place d'un collaborateur, un utilisateur lambda, on va dire, c'est un petit peu péjoratif, mais on va prendre l'utilisateur monsieur, madame, tout le monde, qui dispose de Microsoft Teams, c'est son outil du quotidien. Il le lance comme il lançait Outlook il y a quelques années, mais aujourd'hui maintenant, il ne lance plus Outlook le matin, il lance Teams, c'est là où il retrouve ses notifications, ses fichiers, ses appels, ses rendez-vous avec ses calendriers, etc. Et ce qu'a fait l'IT, c'est qu'ils lui ont positionné automatiquement, à travers ce qui s'appelle les Apps Policy, donc de la configuration dans l'administration Teams pour faire en sorte que tous les collaborateurs, toutes ou partie d'ailleurs d'une population, reçoit automatiquement cette application. Donc l'IT a positionné une application dans laquelle différents onglets ont été positionnés. On peut retrouver par exemple l'onglet de l'organisation qui permet de... Enfin, l'onglet, pardon, excusez-moi, le site corporate de l'organisation, ce qui permet de rester up-to-date sur les news, les annonces, etc. Et on peut aussi y retrouver un site un peu plus centré sur l'équipe, le département, mais aussi venir y accrocher par exemple un site de e-learning, celui-ci étant basé sur le Microsoft 365 Learning Pathway, qui permet de construire un site de e-learning en s'appuyant aussi bien sur du contenu de Microsoft présent dans GitHub, mais aussi du contenu qui vous est propre, vos propres vidéos, vos propres contenus contextualisés à votre organisation. On y a également ajouté l'actualité faisant vraiment foi, une application qui s'appelle Return to Workplace, application développée par Microsoft pour aider au retour au bureau, donc venir s'assurer que les bureaux sont adéquats pour y retourner. Et bien sûr, l'application qui nous concerne aujourd'hui, l'application de gouvernance collaborative et de gouvernance Teams. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais lancer cette application et automatiquement, je vais pouvoir y accéder et aussi bien parcourir un catalogue des équipes déjà présentes, effectuer de la recherche, pouvoir rejoindre des équipes directement, pouvoir faire des filtres sur différentes équipes. Et je vais pouvoir bien sûr créer une équipe. Mais avant tout, vous avez dû voir passer ici un petit pop-up, je vais pouvoir m'informer sur les dernières nouveautés de Teams, qui est aujourd'hui un vrai challenge dans les organisations. C'est très souvent les gens avec qui je peux échanger ou travailler me disent aujourd'hui, Adrien, on a un vrai problème, c'est la rapidité à laquelle le cloud avance et la rapidité à laquelle les nouveautés arrivent. On a peu de visibilité, on n'arrive pas à suivre la visibilité au niveau du tenant, ça peut s'automatiser aussi avec la Power Platform, mais surtout on a du mal à faire en sorte que nos collaborateurs soient up-to-date, et parfois c'est des collaborateurs qui viennent voir l'IT en disant il y a une nouveauté qui est arrivée, l'IT n'est pas au courant, donc c'est un petit peu gênant. Donc là l'idée c'est de pouvoir mettre vraiment tout le monde au même pied d'égalité, en venant pousser de l'information, aussi bien un flux RSS interne qu'un flux RSS de Microsoft. En l'occurrence, celui-ci, c'est le flux RSS du blog de Microsoft Teams, ce qui permet de recevoir les dernières news. Là, en l'occurrence, on parle des dernières applications qui ont été poussées par Microsoft dans Microsoft Teams, directement, qui permet d'être utilisées. Ça permet aussi d'avoir certaines informations propres à l'utilisation de la solution, et on va pouvoir aussi utiliser un parcours un petit peu de onboarding, permettant de faire un arbre de décision. Plutôt que d'avoir un formulaire classique, on pourrait très bien faire passer le collaborateur sur un arbre de décision, quel outil pour quel usage, et ainsi le guider sur les bons outils en fonction du contexte, en fonction du besoin. Peut-être que c'est Planner, peut-être que c'est Teams, peut-être que c'est SharePoint, etc. Mais on s'assure que le point d'entrée, le one-stop, vraiment le hub, c'est Teams comme porte d'entrée à tout ça. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une équipe parce qu'on a besoin de faire de la collaboration avec potentiellement des personnes externes à l'organisation. Et donc ici, on va me proposer, et donc l'application me propose automatiquement de choisir entre les 3 grandes briques de collaboration au sein de la suite Office 365 que sont Microsoft Teams pour faire de la collaboration et de la productivité, SharePoint qui va plutôt être considéré dans ce cas-là, mais il sera différent en fonction de chaque organisation, plutôt pour de la communication, et enfin Yammer qui ici permettra de créer des communautés pour gérer de l'engagement, de la communication très large et du partage de connaissances. Donc on va rester nous dans un contexte plutôt Teams, équipe de collaboration. Donc je vais pouvoir créer une équipe. Mais avant de pouvoir créer une équipe, ce qui est très bien avec cette application, et ce que m'a proposé l'équipe en charge de
de ce projet de collaboration, de gouvernance collaborative, c'est un catalogue de modèles. Un catalogue de modèles, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'équivalent des modèles que vous avez sur vos templates PowerPoint, que vous pouvez utiliser en fonction de tel ou tel besoin. Mais là, l'idée, c'est à peu près la même. Vous allez avoir un catalogue de templates disponible sur étagère que vous pouvez consommer. Certains sont accessibles avec sans approbation, d'autres nécessitent de passer par un certain processus d'approbation, certains ne sont accessibles qu'à telle ou telle population. On va pouvoir construire certaines règles métiers là-dessus, sur leur usage et leur consommation, mais l'idée c'est de pouvoir venir automatiser tout ce qui, d'un point de vue configuration Teams, n'a pas vraiment de valeur ajoutée, et là où passent beaucoup de temps les collaborateurs. Très souvent, quand on crée une équipe Teams, on se retrouve à devoir ensuite venir configurer les onglets, mettre les premiers messages pour expliquer tel canal pour tel besoin, on va pouvoir potentiellement y mettre certains fichiers, ajouter des applications, peut-être même qu'on va devoir aussi créer un planeur avec des tâches. Eh bien tout ça, on va pouvoir l'automatiser, le templatiser, et faire en sorte que lorsqu'on utilise un template, je prends en l'occurrence le template projet, mais j'aurais pu en prendre un autre, lorsque je crée ce template, je vais recevoir automatiquement toute cette configuration prête pour moi, et je n'aurai plus qu'à concrètement aller prendre un café en attendant que ça se fasse pendant 2-3 minutes, et tout sera prêt, et je ne me retrouverai pas à inviter des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi elles sont invitées, quel est l'objectif de cette équipe, etc. Et enfin, l'utilisation d'une application de gouvernance permet de sécuriser la création. Sécuriser au sens où on va venir forcer le collaborateur à appliquer certaines informations que l'on juge importantes et que l'on juge obligatoires pour pouvoir créer une équipe. Parce que par défaut, un collaborateur peut créer une équipe en lui donnant n'importe quel nom. Là, on va pouvoir venir protéger l'utilisation de certains mots, typiquement des mots qui n'ont pas vocation à être utilisés dans le monde professionnel, ou peut-être des mots qui auront été mis dans une liste noire et qu'on ne souhaite pas utiliser. On va pouvoir forcer le nombre de propriétaires. On peut même faire en sorte que dans l'automatisation de l'application même, du processus de création, il y a des propriétaires permanents qui sont forcés. Par exemple, un compte de service, des équipes, des administrateurs globaux qui doivent être présents dans toutes les équipes parce que l'organisation souhaite gérer ça comme ça. Et on va pouvoir s'assurer de certaines règles. Et on va pouvoir aussi venir construire certaines fonctionnalités qui existent parfois nativement, par exemple l'expiration. Microsoft propose une expiration qui est l'expiration des Groups Expiration. On va pouvoir venir reconstruire cette fonctionnalité et en allant un peu plus loin. L'avantage de Microsoft, c'est qu'il propose vraiment toutes les fonctionnalités. Le petit penchant, on va dire, négatif à ça, c'est que une configuration ne peut pas répondre à tous les cas d'usage des organisations. Et donc, très souvent, il est nécessaire d'aller un peu plus loin que la configuration, on va dire, out of the box que propose Microsoft. Et pour cela, parfois, il faut reconstruire la feature, reconstruire la fonctionnalité et proposer plus de capacité à cette dernière. Donc là, dans notre cas, on va par exemple faire une démo pour le Scottish Summit 21. On voit que la conversion de nommage est automatiquement appliquée, ça permet de s'appuyer aussi bien sur le modèle qui est utilisé ou des règles métiers. On aurait pu récupérer des informations de mon profil Azure Active Directory, qu'il est possible de récupérer dans Power Apps et venir construire automatiquement cette convention de nommage. Je vais pouvoir y appliquer une super description. Et on voit d'ailleurs que la présence de la description est obligatoire, chose qui n'est pas du tout obligatoire par défaut, et nous allons pouvoir venir forcer certaines informations, comme la présence de 2 propriétaires, la présence d'une description, etc., etc. Enfin, je vais pouvoir choisir la gouvernance que je souhaite appliquer à cet espace de collaboration, et du moins aux données qui y sont présentes. J'aurais également pu m'appuyer sur des labels de sensitivité lors de la création, pour venir positionner ce label directement sur ce nouvel espace de collaboration. En l'occurrence, ici, je vais rester sur une utilisation purement interne, mais je vais noter que je peux inviter des guests, puisque comme je vous ai dit, je souhaite avoir la possibilité d'inviter des guests. Et je vais choisir une expiration, en l'occurrence, puisque je suis sur une démo, je vais mettre 7 jours, mais j'aurais pu forcer automatiquement l'expiration, et toutes les règles métiers que l'on souhaite venir construire, on peut les ajouter indépendamment de chaque département ou de chaque organisation. C'est vraiment l'avantage que va avoir la Power Platform
transforme sur d'autres outils qui peuvent exister, c'est vraiment le fait que il y a une certaine flexibilité très très vaste, en plus du fait que l'intégralité des informations réside au sein même du tenant, et donc de fait, cela évite tout flux d'informations, quel qu'il soit, en dehors du tenant. Ici, j'ai donc besoin d'ajouter certaines personnes en plus en tant que propriétaire. On voit que cela débloque le bouton, mais je peux aussi gagner du temps et plutôt que de devoir ajouter a posteriori de la création des membres, venir ici y ajouter automatiquement certaines personnes en plus dans l'équipe pour s'assurer qu'elles soient déjà présentes. Et je vais pouvoir lancer la création. Une fois que la création est lancée, cette dernière va être automatiquement traitée, la création va être lancée et l'équipe Teams va apparaître dans quelques instants dans mon interface. En attendant, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai lancé une équipe Teams, vous allez voir apparaître les notifications, mais j'ai lancé une équipe Teams juste avant pour vous montrer la création de cette équipe Teams dans sa globalité. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a créé une équipe Teams et on a différentes notifications qui ont été ajoutées. L'équipe a été créée, les membres ont été ajoutés, les onglets ont été ajoutés, et enfin, une adaptive card, un message riche, est envoyé à l'utilisateur pour s'assurer qu'il dispose de toutes les informations. Et on aurait pu reproduire ce procédé pour l'ensemble des différents canaux, pour venir expliquer pourquoi le canal Research and Development est là, quelle est son utilisation, comment est-ce qu'il faut s'en servir, etc., etc. On aurait pu aussi ajouter des fichiers, et on voit que également la classification a automatiquement été appliquée à cette équipe, et différents onglets ont été ajoutés. Ici, les onglets sont ajoutés automatiquement dans le canal général, mais ces derniers auraient pu être positionnés en fonction des différents canaux, avec des informations différentes. Ici, on voit un peu tous les différents onglets qu'on peut ajouter. On aurait pu aussi ajouter des applications, et on peut retrouver un planeur. Ce dernier ne dispose pas de tâches, mais pareil, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on peut templatiser les planeurs et venir automatiser la création des tâches, faire en sorte que lorsqu'on crée l'équipe, le planeur est automatiquement créé avec une dizaine, une vingtaine de tâches déjà présentes, parce que on souhaite que les projets ou le modèle qui est utilisé dispose de tels procédés, et ça fait sens, ça fait lien avec ce que je vous présentais tout à l'heure sur le côté l'alignement du métier, le fait que les besoins métiers, l'un des principaux besoins métiers aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les équipes travaillent de concert et avec une méthodologie qui soit commune. Et le fait de modéliser ces équipes va renforcer vraiment ce besoin de travailler avec une manière qui est commune à l'ensemble des collaborateurs, ou du moins à l'ensemble des collaborateurs d'un même département. Ici, on voit que j'ai reçu des notifications, j'ai été ajouté dans l'équipe. Juste avant, j'ai une information qui m'a été transmise automatiquement par le bot Microsoft Flow qui est utilisé derrière pour envoyer des notifications, et me dire que la démo pour le Scottish Summit est en cours de traitement. J'ai été ajouté automatiquement dans cette équipe, et on voit qu'elle est en train d'être traitée. Il existe encore le canal Wiki par exemple, Wiki qui sera automatiquement supprimé, parce qu'on a décidé dans la création, dans cette application, dans la partie automatisation, de supprimer ce Wiki et de faire en sorte que ce dernier ne soit pas utilisé, pour plutôt privilégier l'utilisation de OneNote. Enfin, comme je vous ai montré dans le catalogue, il y a différentes équipes, des équipes qui sont soumises à approbation et d'autres qui ne le sont pas. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer là-dessus et de pouvoir construire des systèmes d'approbation qu'on peut faire à différents étages, à différents niveaux. On peut faire des approbations avec plusieurs approbateurs, ou une approbation directe avec un ensemble d'approbateurs et un seul niveau. Et on peut aussi venir bénéficier de l'utilisation de la toute dernière application de Microsoft Teams, qui est l'application des Approval, qui permet de gérer ses approbations directement dedans. Donc je peux approuver la création ici, mais je peux aussi utiliser, parce que il faut le reconnaître, aujourd'hui, même si on est en 2021, encore beaucoup d'organisations sont très proches du mail, de l'utilisation du mail, et donc on peut aussi venir construire cette automatisation et venir pousser cette approbation à travers du mail. Et venir y répondre ici en disant que voilà, la création peut se faire
et je peux envoyer ma création, et cette dernière va être traitée automatiquement. Vous voyez, les différentes notifications qui apparaissent montrent bien que la création est en cours de traitement. Si je descends ici, on voit que le nom a été modifié, le wiki a été supprimé, et la création est en train d'avancer petit à petit. Et on voit que la création qui était soumise à approbation a été acceptée, et le traitement est déjà en cours d'avancement. Enfin, on va pouvoir venir aussi traiter toute la partie cycle de vie directement à travers les notifications, à travers des adaptive cards qui vont être envoyés à qui? Aux propriétaires, parce que les personnes les plus adéquates pour venir gérer et déterminer est-ce que cette équipe a vocation d'être archivée, supprimée, renouvelée, ce n'est ni plus ni moins que les propriétaires. Très souvent dans ces projets-là, on se trompe, on pense que c'est l'IT ou le département administrateur Teams qui doit gérer ça. Malheureusement, ce ne sont pas les personnes qui savent exactement si cette équipe a vocation à être renouvelée ou pas. Toutefois, il existe différentes automatisations qu'il est possible de faire. Je ne peux pas vous les montrer là en direct parce que j'ai pas fini de configurer mon Power BI, mais l'idée c'est le même concept. On va venir collecter des informations à travers de l'automatisation Power Automate, modéliser tout ça dans Power BI et venir construire un petit peu des rapports personnalisés, des rapports qu'on va pouvoir conserver dans le temps, parce que les rapports de Microsoft, comme je vous disais, sont très bien de base, mais par exemple ne conservent que les 180 derniers jours. Donc si vous voulez aller plus loin et avoir un historique un peu plus grand et venir y ajouter des informations qui vous sont propres, il va vous falloir collecter ces informations et les stocker vous-même. Et là, à nouveau, il n'est pas nécessaire de venir réinventer la roue. Utiliser SharePoint comme source de stockage, cela fonctionne parfaitement et permet de répondre tout à fait à ce besoin. Je vous propose de revenir sur les slides, vraiment pour vous montrer un petit peu la big picture de cette solution qui est tout à fait simple à reconstruire parce qu'on utilise uniquement des outils présents dans votre suite Office 365. Cette solution s'appuie sur un backend SharePoint. Pourquoi? Pour essayer de rester dans un contexte d'utilisation de licences qui s'appelle standalone ou les licences inclus dans la suite Office 365. Si on pourrait aussi s'appuyer sur une utilisation de Dataverse, qui avant s'appelait Common Data Service, pour avoir une flexibilité et des possibilités un peu plus riches, aussi bien d'administration, mais aussi de capacité en termes de volumétrie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'utilisation dans Power Apps de SharePoint peut amener à certaines complications au niveau de la construction, mais cela n'en fait pas moins un outil vraiment très simple d'utilisation et aussi très simple d'administration, parce que la plupart des organisations sont plutôt à l'aise avec l'utilisation de SharePoint, ce qui va faciliter l'administration, la gouvernance de cet outil par des personnes pas forcément techniques qui vont pouvoir aller dans SharePoint administrer le back-end de votre solution. Enfin, côté front-end, bien sûr on utilise du Teams, mais ce n'est ni plus ni moins que du Power Apps dans du Teams, et on aurait pu aller un peu plus loin en venant y ajouter une utilisation un peu plus moderne de chatbot, le meilleur des chatbots étant ni plus ni moins que Power Virtual Agent pour réaliser cela. Et enfin, bien sûr, l'automatisation qui se fait ni plus ni moins à travers Power Automate. La partie que je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui, mais que je vous invite fortement à regarder, pas mal de documentation existe sur les communautés et sur Internet là-dessus, c'est l'automatisation à travers Power Automate et la modélisation dans Power BI, puisque vous pouvez vous appuyer sur Power Automate pour venir collecter les informations depuis Graph. Il faut savoir que tout ce que je vous ai présenté là, le vrai cœur derrière, c'est l'API Microsoft Graph, qui permet d'interagir avec tous les différents workloads, que ça soit SharePoint, que ça soit Teams, que ça soit Office 365 de manière générale. C'est vraiment Graph qui est le cœur de ce type de construction et qui permet d'adresser les différents services pour pouvoir les configurer, les créer, les supprimer, les archiver, etc. Et enfin,
Dernier point, sur la partie vraiment pour avoir une vision globale de ce type de solution, vous pouvez venir construire ça et vous n'avez pas besoin d'ajouter une licence à l'intégralité de vos utilisateurs. Une seule licence, ou du moins un seul plan premium va suffire. Après, en fonction de votre volumétrie, le plan peut être un plan par utilisateur ou un plan par workflow, parce que en fonction de si vous êtes une petite organisation, une organisation moyenne ou une grande organisation, vous aurez un besoin de volumétrie de création de Teams au quotidien qui va être différent, et donc il faudra ajuster ça en conséquence. Dernier point, que je ne mentionne pas ici d'ailleurs, c'est le côté extension. Vous pouvez aussi venir étendre ça à travers de l'automatisation qui va venir par exemple appeler des scripts PowerShell pour venir appliquer de la configuration SharePoint, des side scripts, side design par exemple, ou venir déclencher un outil tiers ou un workflow qui va venir interagir avec un outil tiers. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est l'idée que la Power Platform est vraiment là pour être à la fois l'orchestrateur parfait, mais aussi quelque chose qui permet ou du moins un ensemble d'outils qui permet de s'étendre de manière quasi illimitée à tous les autres outils du marché, à condition que ces derniers disposent d'une API, et encore, il est aussi possible de venir construire un custom connector si cette dernière ne dispose pas de connecteur présent au sein de la Power Platform. Voilà, j'espère que cette solution et surtout cette session vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous invite à me poser vos questions, n'hésitez pas que je puisse vous y répondre. Et à nouveau, un grand merci à nos sponsors qui nous permettent d'avoir ce superbe événement en ligne pour cette année. Et bien sûr, pensez à utiliser le hashtag Scottish Summit 2021 pour pouvoir communiquer sur les réseaux et montrer votre participation à l'événement. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Au revoir.